Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre épisode de notre série sur l'export sur le Covid réalisé par Team France Export et Vitisphère. Alors ce matin, nous partons vers l'est de l'Europe, en Pologne, République tchèque, Ukraine et Roumanie. En premier lieu, j'accueille Santiago Diaz-Ehrenschmidt. Vous êtes chef du service vin, spiritueux, bière et cidre du bureau de Business France. Bonjour Santiago, vous avez prévu d'aller fêter l'ouverture des restaurants en terrasse aujourd'hui? Bonjour Marion. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais probablement le week-end prochain pour donner un peu de temps. Mais oui, on va soutenir les restaurateurs et la profession qui en a bien besoin. Bonjour à tous. Merci donc à nouveau à vous tous qui faites le relais et le soutien de ces webinaires. Donc en particulier les agences régionales de développement, le CNIB, les interprofessions et les clusters. Je souhaite en aparté profiter de ce webinaire en particulier pour remercier Anna Fotovic qui copilote côté Business France ces webinaires et qui étant très concernée par cette zone, je la remercie et la félicite au passage. Vitisphère et la Team France Export, donc nous sommes plus que jamais unis pour vous accompagner et vous préparer à la reprise. Et donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les replays des webinaires sur le site de Vitisphère. Également sur le site teamfrance-export.fr, vous pouvez faire le suivi de la situation des marchés et du plan de soutien qui, je rappelle, dure jusqu'en septembre. Et donc, vous pouvez vous appuyer aussi sur vos conseillers internationaux de proximité de la Team France Export qui sont à votre entière disposition pour vous accompagner. Donc, en attendant de pouvoir fêter sur place les retrouvailles en restaurant pour à peu près toute la France, je vous souhaite une très bonne reprise d'activité export et merci Marion. Merci Santiago. Alors, nous allons prendre quelques instants pour se remémorer le mode de fonctionnement de nos webinaires. Dans un premier temps, nos intervenants vont prendre la parole et dans un second temps, vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous souhaitez. Pour poser vos questions, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez le faire par écrit, soit par oral. Et ceci grâce aux outils dédiés qui se situent dans la console à droite de l'écran. Alors pour les questions écrites, ouvrez la console, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de la poser par écrit, éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, vous avez la parole. Pour rappel, si vous cliquez par erreur sur la main, vous pouvez recliquer pour désactiver la demande. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Zanetta, qui est directrice d'activité agro pour toute l'Europe centrale et orientale. Zanetta, vous nous avez préparé quelques chiffres pour présenter cette zone export. On vous écoute. Merci Marion, bonjour à tous. La zone d'Europe centrale et orientale est une grande zone composée de plus d'une dizaine de pays. Aujourd'hui, comme l'a dit Marion, nous allons vous présenter la situation dans le secteur de vins spiritueux dans 4 pays sélectionnés. Il s'agit de 3 pays appartenant à l'Union européenne, c'est la Pologne, la République tchèque et la Roumanie, et un qui a un accord de libre-échange avec l'UE, c'est l'Ukraine. Il s'agit de pays qui, jusqu'à l'avant-Covid, ont suivi une dynamique de croissance économique remarquable, allant jusqu'à 5%, 5%, c'est le cas de la Pologne. Les prévisions post-Covid indiquent la chute de PIB d'environ 7%. Le cas exceptionnel est ici la Pologne, où les prévisions parlent d'une chute de moins 4,6%. Ceci est lié plutôt à la situation très très stable et très très remarquable de la Pologne lors de 10 dernières années. Il est à souligner de manière générale, c'est important de savoir que la crise sanitaire n'a pas pris, en tout cas à ce stade, la même envergure dans les pays d'Europe orientale que dans les pays d'Europe occidentale. À voir que le nombre de décès ne dépasse le chiffre de 1500 dans aucun des pays. Actuellement, tous les pays sont en plein déconfinement.
la République tchèque et la Pologne qui ont commencé le confinement très très précoce, à voir que le confinement dans ces pays a commencé encore avant le confinement en France. Donc ces deux pays-là sont en dernière phase de déconfinement depuis déjà un certain temps. Donc dans ces pays-là, la vie revient à la normale. En Ukraine et en Roumanie, le déconfinement vient plutôt de commencer. En tout cas, dans tous les pays, le secteur HoReCa a repris l'activité. Donc, d'abord, il y a des terrasses qui ont été ouvertes déjà il y a un certain temps. Et les intérieurs des restaurants sont ouverts déjà en Pologne, en République tchèque. Ça commence en Roumanie et en Ukraine. Les rassemblements en plein air sont autorisés avec bien sûr des restrictions concernant le nombre de personnes. Ça, c'est pourtant dans tous les pays hors l'Ukraine où on doit encore attendre. Les frontières routières sont ouvertes, en tout cas elles ont été ouvertes, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de perturbations de transport. La quarantaine de 14 jours reste en place. Ça, c'est très important de le savoir. Les experts ne parlent pas encore d'abandonner les restrictions concernant la quarantaine de 14 jours des gens qui viennent, qui arrivent de l'étranger. La reprise des vols internationaux a déjà commencé en République tchèque. Sur la slide, vous pouvez voir les connexions possibles en République tchèque et elle va suivre dans d'autres pays de zone à partir de mi-juin. Donc ça, c'est à suivre parce qu'il n'y a pas encore d'informations là-dessus. Voilà un petit aperçu global. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations macroéconomiques et aussi ceux relatifs aux grands projets de la reprise, je vous invite au webinaire de Team France Export, Vos marchés à la crise, zone d'Europe centrale et orientale, qui se tiendra mardi prochain, le 9 juin, à 11h. Merci. Excusez-moi, j'avais oublié de mettre mon micro. Donc, Robert, vous êtes responsable vous êtes correspondant sectoriel vin et spiritueux. Pour compléter cette présentation générale, pourriez-vous nous indiquer comment le Covid a impacté les marchés et quelles sont les mesures de reprise mises en œuvre? Bien sûr. Bonjour à tout le monde, Robert Matecki. Je vous propose un focus sur les marchés de l'Europe centrale et orientale. Les 4 marchés de l'alcool dont je vais vous parler, donc le marché polonais, tchèque, roumain et ukrainien, sont des marchés en développement qui regroupent 110 millions de consommateurs. La valeur des importations de vin dans les 4 pays de la zone en 2019 a atteint 744 millions d'euros. Juste à titre d'exemple, c'est presque la valeur d'exportation française de vin vers l'Allemagne en 2019 et elle dépasse largement la valeur des exportations françaises de vin vers la Chine, qui en 2019 était de 523 millions d'euros. Et il faut dire que les importations de vin dans tous les pays de la zone suivent une tendance à la hausse. Pour passer au rôle de la France, donc la France joue un rôle particulier sur le marché de l'alcool de la zone. Et elle jouit d'un rôle du soit deuxième ou troisième fournisseur en vin, toujours doublé par l'Italie et l'Allemagne. En général, le marché des vins spiritueux, bières et cidres est un marché de potentiel pour les produits français. Chaque pays de la zone présente sa spécificité. La République tchèque importe plus de vins que de spiritueux. En Pologne, les importations de vins sont presque égales à celles des spiritueux. La Roumanie et l'Ukraine importent beaucoup plus de spiritueux que de vins
vin. Mais dans tous les pays, on apprécie les produits français, en particulier en Roumanie aussi le cidre français et la bière artisanale. Et dans tous les pays de la zone, les produits français, y compris les alcools, jouissent d'une excellente image qualitative. Sur le slide suivant, nous pourrons voir un peu plus de détails sur ces 4 marchés. Est-ce que je peux demander le slide suivant, s'il vous plaît? Et donc, les pays de la zone ICO peuvent être divisés en 2 catégories. 3 producteurs et consommateurs de spiritueux significatifs, Pologne, Ukraine et République tchèque, et 3 producteurs de vins importants, Roumanie, Ukraine et République tchèque. La Pologne, la République tchèque et la Roumanie sont des producteurs et consommateurs importants de la bière, surtout de la bière locale. La bière est la boisson la plus consommée dans tous les 4 pays. En République tchèque, Roumanie et Ukraine, la consommation de vin est plus importante que celle des spiritueux. Seulement, les Polonais consomment plus de spiritueux que de vin, mais la consommation de vin est en progression constante. La consommation de spiritueux dans le pays avec une tradition de production, comme donc Ukraine, Pologne et République tchèque, reste stable ou baisse, notamment dans la catégorie des spiritueux blancs, la vodka. Pour parler des tendances sur ces marchés, donc les jeunes consommateurs qui voyagent beaucoup sont à la recherche de nouveaux goûts, d'où la popularité croissante de produits importés. Mais les consommateurs plus âgés sont conservateurs et préfèrent les vins et spiritueux haut de gamme. La volonté ou la mode de manger et boire bien et sain ouvre de belles perspectives pour les produits de qualité et bio, comme par exemple le vin bio ou vin biodynamique. Le marché des vins et des spiritueux est caractérisé de plus en plus par le phénomène de premiumisation. En effet, l'augmentation du pouvoir d'achat dans les pays en croissance rend plus fort l'envie de produits de qualité. Grâce à la popularité croissante des produits ready to drink et la mixologie, les spiritueux moins connus et plus chers, tels que le rhum et le gin, gagnent en potentiel et en popularité. En fait, dans tous les pays de la zone, les ventes off-trade dominent nettement sur le on-trade. Et donc, le off-trade représente environ 80% des ventes, tandis que le on-trade, 20%. Cependant, la part de marché du on-trade augmente avec la floraison de wine bars, multi-tab bars et restaurants. Et sur le slide suivante, nous allons voir l'impact du COVID-19 sur le marché de l'alcool dans le pays de la zone. En fait, dans tous les 4 pays, le canal CHR, café, hôtel, restaurant, a été fermé pendant le confinement, mais réouvre actuellement ou réouvrira probablement bientôt selon le pays. La fermeture du on-trade a provoqué généralement la plus forte consommation à la maison et le transfert de la demande vers le off-trade. La Pologne est un cas à part. En fait, c'est le seul pays de la zone où la vente d'alcool en ligne n'est pas officiellement autorisée. Je vais encore en parler ultérieurement, un peu plus en détail.
En fait, les importateurs spécialisés en collaboration avec le canal CHR ont souffert beaucoup en Pologne à cause de restrictions liées au Covid-19. Il y en a pas mal qui ont fait faillite et certainement il y en aura bientôt encore plus. Généralement, pendant le confinement, les Polonais se sont concentrés sur l'achat de produits de première nécessité. On a donc acheté moins d'alcool, mais de meilleure qualité. On voit donc la continuation de la tendance premiumisation. Pourtant, les différences dans le retail entre mars et avril 2019 et 2020 ne sont pas énormes. En volume, la catégorie bière a baissé seulement de 2%, les spiritueux de 3%, et seulement la catégorie vin a augmenté, mais de 1%. Toujours par rapport au mars et avril de l'année précédente, mais en valeur, toutes les catégories dans le retail ont suivi des tendances à la hausse, ce qui prouve toujours le phénomène de premiumisation. Pour les spiritueux, plus 2%, pour les vins, plus 3%, et pour la bière, plus 6%. La vente de vodka en volume a baissé de 4%. En général, la catégorie de vins mousseux en Pologne a noté des baisses en volume de 5%, mais la catégorie de produits premium montre une tendance à la hausse et donc Prosecco italien, c'est plus 9% et attention, le champagne, plus 19%. La même tendance est visible dans le cas de vin tranquille. La hausse de vente concerne avant tout les produits premium. En Ukraine, l'augmentation de consommation à domicile concerne avant tout les vins. Pour les retailers, la crise ne se fait pas trop sentir, au moins pour le moment. Il ne faut pas oublier que les points de vente dans cavistes sont restés ouverts en Ukraine pendant le confinement. Les opérateurs ukrainiens de la filière ne sont plutôt pas pessimistes, mais il est très tôt pour évaluer des conséquences. La question aussi maintenant consiste à savoir si la crise économique sera très profonde et si elle touche fortement la classe moyenne, car c'est le moteur de la consommation pour le secteur VSB. Les importateurs sont toutefois impactés, y compris financièrement, par la fermeture des restaurants, car ils n'ont pas été payés pour les produits livrés et en fait, en accordant des délais de paiement supplémentaires, ils s'exposent à une dégradation de cash flow. Sont plus exposés ceux qui ont une part plus importante des produits destinés au secteur CHR. En revanche, les opérateurs qui vendent aussi au détail sont favorisés en ce moment. En République tchèque, les données des importations pour la période janvier-mars de cette année montrent une tendance à la hausse pour les vins en valeur, mais une tendance à la baisse pour les spiritueux. En général, la consommation de boissons alcoolisées n'a pas baissé. Les vins sont plutôt achetés en ligne et les spiritueux dans le retail. Pourtant, il faut dire que le référencement de nouveaux produits dans la grande distribution tchèque est actuellement freiné ou même arrêté. En plus, la couronne tchèque s'est dépréciée de l'ordre de 10%. Les produits d'importation et la logistique sont donc plus chers. On peut attendre la perte de pouvoir d'achat qui touchera avant tout les vins de moyenne de gamme.
En fait, les différents acteurs tchèques sont fragilisés comme importateurs, restaurateurs. Certains importateurs ont des impayés chez les restaurants dont la réouverture n'est pas certaine. En passant à la Roumanie, en fait, en Roumanie, les chiffres de l'Institut national de la statistique montrent qu'au premier trimestre 2020, les ventes d'alcool et de tabac ont enregistré la plus forte augmentation de près de 15%. Toutefois, il faut noter que la fermeture du secteur CHR a impacté les ventes de boissons alcoolisées aussi bien pour les producteurs roumains que pour les importateurs distributeurs. Le rapport Retail Zoom montre qu'avant Pâques, les Roumains ont acheté plus d'alcool que le soir du Nouvel An, 80% de bière en plus, 39% de vin en plus, et 69% de sangria en plus. Sur le slide suivant, nous pourrons voir quelques nouvelles initiatives prises pendant le confinement. En fait, dans tous les pays de la zone, nous avons pu observer des dégustations et formations en ligne, surtout pour le secteur du vin. Une autre idée très intéressante, visite guidée virtuelle des châteaux au domaine des producteurs locaux, surtout avec la dégustation de vin. Donc, des produits ont été livrés en amont. Et la situation de crise épidémiologique a contribué à développer des solutions telles que les applications smartphone, par exemple, en Ukraine, Silpo ou Goodwine. Les opérateurs qui avaient déjà des programmes de fidélité, mais maintenant ont intégré la possibilité de commander la livraison directement dans l'application. Et si en fait, si nous pouvons donner quelques conseils aux vignerons et exportateurs qui veulent approcher les marchés de la zone, donc avant tout, rester vigilant et à l'écoute du marché, profiter des opportunités qui se présentent, mais ne pas oublier de vérifier la solvabilité des partenaires potentiels. Bien sûr, appuyer les partenaires locaux de différentes façons, par exemple, organiser des masterclass en ligne, mettre à disposition des vidéos ou autres supports, accorder peut-être des remises lors de la commande ou les délais de paiement plus longs. Tout ça sera certainement apprécié. Et aussi, pour bien préparer la reprise, on peut penser à planifier des actions en second semestre. Pour passer aux opportunités post-COVID-19, en fait, la crise ne semble pas avoir trop perturbé, au moins pour le moment, les grandes tendances des marchés de l'alcool de la zone. Certains experts prévoient le ralentissement de la tendance premiumisation dans les pays de la zone et un plus grand focus sur la recherche d'excellents rapports qualité-prix. Pourtant, les opérateurs restent ouverts aux nouveaux produits tels que les bières craft, les whisky, le cidre en Roumanie et les vins dans les vins mousseux. Je passe maintenant à la situation de e-commerce d'alcool en Pologne. En fait, la Pologne est un pays à part parce que conformément à la loi polonaise en vigueur, la vente d'alcool en ligne n'est pas officiellement autorisée.
Et en fait, la loi sur laquelle est basée cette interdiction date de 1982 et stipule qu'il est interdit de vendre d'alcool aux personnes dont l'âge ne peut pas être vérifié. Et actuellement, la loi est considérée comme désuète et n'est pas toujours respectée. Il y a donc des opérateurs qui vendent de l'alcool en Pologne en ligne malgré cette loi. Vous voyez ici l'exemple de l'offre dans des magasins qui proposent les vins en ligne. Et en fait, en pratique, les autorités polonaises ne sanctionnent pas toujours cette loi. Et d'après les professionnels de la filière, des changements urgents et la levée des restrictions résultant de cette loi sont nécessaires. L'ensemble de la filière de l'alcool parle actuellement à l'unisson et demande au gouvernement de permettre la commercialisation des produits alcooliques via Internet. Les entreprises de la filière vin déclarent que dès le début de la pandémie en Pologne, les ventes d'alcool ont chuté considérablement. Et en fait, certaines entreprises risqueront de faire faillite, d'autant plus qu'il n'est pas possible de compenser les pertes en proposant l'offre officiellement sur Internet. Et merci bien pour votre attention. Merci à vous, Robert, pour cet exposé extrêmement clair. Alors, je me tourne vers vous, Alexandra. Vous êtes chargée d'affaires Export Business France en Ukraine. Et justement, sur ce pays, que pouvez-vous nous dire sur comment les opérateurs ont traversé la crise et les opportunités que vous pouvez identifier? Bonjour à tous les participants de ce webinaire. Merci Marion pour votre question. Donc justement, je voulais ajouter quelques informations sur les particularités du marché ukrainien d'abord et puis revenir aux opportunités qui se présentent. Donc nous avons déjà dit aujourd'hui que l'Ukraine, c'est le marché de proximité et le marché le pays a signé l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc, dans le cadre de cet accord de libre-échange, plus de 95% des produits sont importés sans taxe. Concernant les vins spiritueux, donc déjà sur les bières et les spiritueux, les droits de douane sont nuls. Et sur les vins, on assiste à une diminution progressive des taxes, des droits de douane. Donc, les produits sont déjà très peu taxés. Donc, ensuite, c'est le marché qui a connu quand même une croissance à 2 chiffres pour les 3 dernières années. Sur l'année dernière, la croissance dans les importations s'est située à 23% pour le vin et à 4% pour les spiritueux. Donc, maintenant, le début de l'année 2020 était très active, mais il y a eu quand même quelques facteurs qui ont joué. Donc, d'une part, il y a la dynamique du marché qui était là, mais il y a un autre facteur qui s'est ajouté. Et cet autre facteur, c'était en fait le changement législatif, notamment le changement dans le design. Donc, les nouvelles vignettes d'assises qui étaient prévues en fait de mettre en place au 1er mai de cette année. Et donc, en partie, cette hausse des importations, elle est quand même considérable parce que sur les 4 premiers mois, en fait, on a vu plus 40% pour le vin et plus presque 9% pour les spiritueux. Donc, elle est encore plus forte pour les vins et les spiritueux français. Donc, une partie de cette croissance s'explique justement par le fait que plusieurs importateurs, pour anticiper, en fait, cette mise en place de nouvelles vignettes d'assises et pour écouler en fait les stocks qu'ils ont déjà prévus des vignettes d'assises, en fait ils ont accéléré en fait les livraisons de produits. Donc pour stocker les produits,
Donc c'est un des trois facteurs qui agit sur la croissance. Et puis le troisième facteur, le mois de mars, il y a quand même certains opérateurs qui ont cherché à importer un peu plus en ayant peur en fait de la rupture dans l'approvisionnement des produits. Du coup, on se retrouve sur ce marché avec la situation où il y a le surstock chez certains opérateurs. Et d'une part, il y a quand même une baisse très très forte dans le secteur de la restauration qui n'a... Bon, déjà, les restaurants étaient fermés, donc il y a les services de livraison qui étaient mis en place par certains établissements, mais il ne concernait quasiment pas en fait les vins, les spiritueux. Donc c'est surtout les bars qui ont perdu le plus. Donc il n'avait aucun moyen de mettre en place les mesures adéquates. Donc les importateurs qui travaillent beaucoup avec ce réseau, donc ils ont souffert plus que les autres. Mais malgré cela, et selon en fait les dires des importateurs, les opérateurs avec lesquels nous sommes en contact, on voit quand même les opportunités sur ce marché. Et donc on voit trois sources en fait d'opportunités. D'une part, c'est le renouvellement et les rotations dans le portefeuille de produits de la part des détaillants. Donc, ils cherchent en fait à remplacer certains produits par les produits à plus fort potentiel pour la vente. D'autre part, et malgré la crise, on voit quand même qu'il y a de nouveaux projets d'importation qui se créent sur les marchés. On a un cas d'un importateur nouveau pour le vin, mais qui fait déjà dans les importations de fromage, donc qui se lance sur une gamme qui pense complémentaire. Et tout importateur nouveau est digne de ce nom, donc il est obligé en fait de constituer son portefeuille de produits avec les principales régions productrices. Donc il y a du potentiel dans ce cas-là. Et puis, nous voyons aussi les demandes ponctuelles de la part des opérateurs. Si je parle des opérateurs, il s'agit bien sûr des opérateurs qui ont en fait leur activité de détaillant avant tout, parce que c'est eux qui ont gardé le volume de vente. Et il s'agit de demandes ponctuelles sur des produits, on en a vu récemment, même sur le cognac ou les vins de Jura. En fait, les opérateurs se posent la question comment introduire ces produits. Donc, pour les autres questions, à la fin du webinaire, si vous en avez, je répondrai avec plaisir. Et je passe maintenant la parole sans tarder à nos autres intervenants. Merci. Merci Alexandra pour cet exposé très instructif sur l'Ukraine. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Jean-François Fauché, Chairman of the Board XBS Prologue, de Grégory Carranza, propriétaire de DG Wines SRO, et de Frédéric Vigroux, manager partner de Number One Consulting SRL. Bonjour à tous les trois. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander brièvement de présenter votre société et où elle est située. Jean-François. Moi, je suis donc Jean-François Fauché, je suis le patron du groupe XBS et nous sommes localisés à Varsovie, en Pologne. Merci Grégory. Bonjour à tous, donc Grégory Carranza, je suis importateur et distributeur en République tchèque, basé depuis 10 ans sur Prague. Et Frédéric? Oui, bonjour, moi je suis basé à Bucarest et donc j'ai une société d'importation de vin qui distribue uniquement des restaurants et on a monté ça en 2013.
Donc, merci à tous les trois d'être avec nous. Dans un premier temps, Jean-François, est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur le comportement des consommateurs dans cette période inédite? Est-ce qu'il y a eu des évolutions sur les produits? Certains ont-ils gagné des parts de marché, d'autres ont-ils perdu en popularité, que ce soit pour les vins ou les spiritueux? Alors en fait, on anticipe sur la Pologne deux types de déplacements. D'abord, un déplacement en termes de lieu d'achat, ce qui semblerait que les grands centres commerciaux soient en train d'être délaissés au profit des magasins de centre-ville. Les magasins de centre-ville sont privilégiés pour des raisons de loyer plus faibles et aussi par rapport aux consommateurs parce qu'ils perçoivent les magasins en centre-ville comme offrant plus de sécurité et de flexibilité. Donc ça, c'est le premier déplacement qu'on voit sur les lieux d'achat. Le second concerne en fait un déplacement sur les modes de consommation. Il y a une baisse significative des achats impulsifs, ce qui veut dire que toutes les ventes de produits impulsifs qui sont en général sur des contenants de plus faible volume, consommés de façon plus fréquente et consommés soit seuls, soit avec un nombre limité de personnes, eh bien, il y a un changement qui s'opère vers des contenants de plus fort volume, vers une consommation peut-être un petit peu moins fréquente, mais une consommation qui est faite en plus grand groupe de personnes, centré autour de ce qu'on pourrait appeler le noyau familial étendu, ce qui pose peut-être la question, en tout cas sur la Pologne, de savoir si le BIB, qui a toujours eu beaucoup de mal à percer, pourrait peut-être retrouver un regain d'intérêt. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire concernant en tout cas les changements dans les modes de consommation que nous on peut voir. En fait, XBS, donc on est un opérateur intégré de supply chain. On est basé en Pologne. Moi, je suis en Pologne et sur la zone depuis 14 ans. On emploie environ 300 personnes en Pologne. De façon générale, en tant qu'opérateur intégré, on offre à la fois les services de logistique, mais aussi tous les services transactionnels liés à la gestion des approvisionnements et à l'administration des ventes. On a énormément d'outils de gestion du flux d'informations, soit des outils de gestion, des espèces de mini ERP pour gérer la supply chain, mais aussi des outils de front office sur la vente multicanal. Et enfin, ce qui est aussi à noter, c'est qu'on offre des outils de financement de la supply chain, financement des stocks et financement des besoins en fonds de roulement de nos clients. Donc, ce positionnement est assez unique parce qu'il y a peu d'acteurs en fait qui offrent l'ensemble de ces services sous un même toit. C'est ce qui fait notre succès. Et concernant de façon plus spécifique notre division alcool, donc on gère à peu près 30 millions de cols qui passent entre nos mains tous les ans. Il y a à peu près 150 importateurs qui sont nos clients aujourd'hui sur la Pologne et sur l'Ukraine. Et nos clients sont à la fois la grande distrib internationale, mais aussi des petits cavistes locaux. Donc, c'est intéressant puisque à travers nos clients, en fait, on a la possibilité d'avoir un aperçu de ce qui se passe sur le marché. La raison pour laquelle les gens nous choisissent, c'est en général lié au fait que nous sommes opérateurs dans l'entrepôt fiscal, ce qui permet de gérer les importations sur la Pologne et sur l'Ukraine beaucoup plus facilement, puisqu'on peut transférer les produits en suspension de droits d'accise et on n'a pas non plus l'obligation d'appliquer les timbres fiscaux dans le pays d'origine. On peut appliquer nos propres timbres fiscaux sur les produits de nos clients dans nos entrepôts en Pologne, pour la Pologne bien sûr, mais aussi pour l'Ukraine avec des procédures simplifiées de réexport. Et puis enfin, et c'est notable surtout dans les conditions nouvelles du marché, en fait, on apporte toutes les garanties financières concernant les droits d'accise et les droits d'import. C'est cette partie-là vraiment qui fait la spécificité et qui fait qu'un grand nombre d'importateurs ou d'exportateurs
nous choisissent, c'est notre capacité à vraiment simplifier la supply chain. Voilà, c'est à propos de qui nous sommes. Après, peut-être sur la slide suivante. Donc, sur la slide suivante, de façon peut-être plus précise, sur les deux marchés qu'on connaît bien, donc la Pologne et l'Ukraine, et sur les deux segments, donc le retail et puis le segment Horeca. Donc, en termes de déroulé de la crise, ce qu'on a vu sur la Pologne, donc on a vu 3 temps avec une forme, un petit peu la forme d'un électrocardiogramme. Dans un premier temps, entre la mi-mars et la fin mars, donc là, il y a eu une accélération des ventes, une accélération des volumes, d'abord de la part des importateurs qui ont craint un arrêt dans leur possibilité d'importer, donc ils ont fait des stocks. Et ensuite, évidemment, les stocks vers fin mars ont été transférés vers la grande distribution et vers les détaillants en général, qui eux aussi ont fait des stocks. Évidemment, tout ça s'est traduit sur le mois d'avril avec une chute significative des volumes. Mais si on regarde à fin mai et si on regarde l'ensemble des volumes et si on liste tout ça sur la période et si on compare à l'année précédente, eh bien on voit, de notre point de vue en tout cas, une augmentation d'environ des volumes qui sont passés entre nos mains. Évidemment, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Ce dont je vous parle concerne les clients qui sont nos clients et les volumes qui passent entre nos mains. On a parlé d'ores et déjà de la spécificité de la vente sur Internet en Pologne. C'est vrai que de façon officielle, il est interdit de vendre sur Internet, mais un certain nombre de détaillants poussés par la nécessité se sont mis à vendre de façon assez significative sur Internet. Pour le moment, le gouvernement ferme les yeux, mais on peut imaginer que tôt ou tard, le gouvernement va vouloir intervenir sur cette vente sur Internet. Et bien que l'ensemble de la profession fasse pression sur le gouvernement, je suis pas certain qu'ils vont arriver à faire fléchir le gouvernement, notamment parce que l'Église en Pologne est très puissante et elle est opposée à cette libéralisation. Et le ministère de la Santé aussi a une voix au chapitre et sont eux aussi opposés à toute forme de libéralisation sur le marché des alcools, donc à voir. Les détaillants qui avaient un réseau de magasins, la grande distrib notamment, eux ont lancé des modèles de click and collect selon lesquels donc on réserve le vin en ligne et ensuite on va le récupérer en magasin, ce qui est autorisé, ce qui est légal. On voit qu'il y a un engouement là-dessus. Nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va réellement générer des ventes de façon significative? Pour le moment, on n'est pas convaincu qu'il va y avoir de vrais volumes sur ces canaux-là. Et la crise, en fait, est aussi l'occasion d'explorer beaucoup de nouvelles idées. J'ai noté là, du Coulomma, en fait, c'est un point de retrait à température contrôlée pour éviter que les vins ne gèlent l'hiver et qu'ils ne bouent l'été. Ça reste anecdotique, mais néanmoins, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent compte tenu de la crise. Les changements principaux qu'on voit, nous, c'est toujours poussé par la nécessité. Un certain nombre de grossistes se mettent à rentrer directement aussi sur le marché de la vente au détail. Il y a une confusion sur les canaux de distribution. Tout le monde essaye un petit peu de sauver sa peau. Et donc le marché est chahuté. Et là, on attend de voir avec impatience les conséquences de la fin de la limitation des visites en magasin. Donc ça, c'est pour la partie Pologne sur le retail. Sur la partie Horeca, je vais peut-être passer plus rapidement. Donc, par rapport à ce qui a été dit, on a constaté les mêmes choses. Donc, les ventes sont vraiment complètement arrêtées liées à la fermeture des magasins. On assiste à une réouverture graduelle, mais elle est vraiment très graduelle. D'abord parce que sur la Pologne, seulement la moitié des points de vente ont été réouverts. Et ensuite, parce que même sur les points de vente qui sont réouverts, il y a peu de clients. Et c'est lié au fait notamment que ne sont autorisés à visiter les restaurants, les bars, en fait, que les membres d'un même foyer. Or, évidemment, la raison pour laquelle on va au restaurant en général, c'est pour y rencontrer ses amis
non pas les gens de sa famille qu'on a à la maison. Bien. Et on va voir là aussi, avec le déconfinement, on va voir ce qui va se passer en termes de sur le segment Horeca. Sur la partie Ukraine, Alexandra a donné un aperçu tout à fait exhaustif. Le point sur lequel je voudrais peut-être insister, c'est la pression très très forte qu'on voit sur les prix. Et cette pression très très forte en fait a généré en fait un remplacement d'importateurs par d'autres importateurs parce que les détaillants prenaient les importateurs qui leur offraient le prix. Et on voit aussi beaucoup de promo packs qui sont là pour dynamiser les ventes. C'est peut-être intéressant aussi pour vous de réfléchir à des solutions de promo pack pour booster vos ventes et intéresser les importateurs. En termes de structure de marché, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'importateurs en Ukraine que ce qu'il peut y avoir en Pologne. La compétition est moins forte, mais néanmoins, les importateurs ukrainiens, certains ukrainiens ont aussi beaucoup souffert. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour faire un aperçu du marché. Et peut-être en conclusion, vous dire qu'en fait, comme toute crise est une source d'opportunité, évidemment, je vous engage à saisir votre chance et à venir en Ukraine et dans les autres pays de la zone. Puis évidemment, à venir nous rencontrer aussi parce que, comme vous l'avez peut-être, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, on est un super outil. On permet vraiment de simplifier beaucoup de choses. Et puis, il y a d'ores et déjà 150 importateurs sous notre toit. Et beaucoup de choses, finalement, on est au courant de beaucoup de choses et on peut vous aider à mieux comprendre les dynamiques de marché. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer la parole aux autres intervenants. Merci Jean-François pour cet exposé détaillé et puis cette ouverture à nos auditeurs. J'en profite pour vous dire que la présentation que vous avez sur l'écran est téléchargeable depuis la console. N'hésitez pas donc à cliquer pour avoir le PDF. Je me tourne vers vous, Grégory. Est-ce que vous avez pu observer des évolutions sur les marchés? Quels conseils vous donneriez aux vignerons français pour se lancer? Alors, sur la République tchèque, c'est peut-être un pays où ça s'est mieux passé qu'ailleurs, puisqu'on sort déjà depuis une semaine un peu dehors, les restaurants réouvrent. Donc, comment pouvoir toucher le marché? Je pense qu'il faut… c'est un peu compliqué. C'est des sentiments de confiance. Aujourd'hui, j'ai pu fonctionner grâce à la confiance que j'ai eue via mes importateurs, mes fournisseurs plutôt. Mais le marché prend du temps. Le côté Horeca est un peu morose. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients actuellement qui ont fermé. Et c'est très compliqué de pouvoir faire confiance, je pense, à des importateurs. Il faut, je pense, se protéger un peu sur la République tchèque en posant des questions aux vignerons qui travaillent déjà. Il y a quelques importateurs qui sont très sérieux sur la République tchèque, d'autres que je connais qui simplement ont fait faillite ou vont faire faillite. Donc, comment toucher le marché? Je pense qu'il faut bien se préparer, bien prendre des précautions et voilà, poser beaucoup de questions avant de commencer. Donc, ça passe par le sérieux d'une société, par la COFAS, peut-être. Il faudrait quand même vérifier que les importateurs sont couverts. Et puis voilà, donc prendre des précautions. Maintenant, me concernant, donc je suis importateur et distributeur, j'ai les deux casquettes. Je travaille la partie détail et grossiste. Donc clairement, la partie grossiste est à quasiment une activité quasiment nulle depuis mars. On a trouvé des solutions, donc via la partie détail, via mes 3 magasins. Donc il y a quelque chose à faire quand même, puisque la consommation pour moi, en tout cas dans mes canaux de distribution, n'a pas faibli. Les clients tchèques sont très loyaux. J'ai pas de clientèle de touristes. J'ai vraiment des clients locaux. Le tourisme qui est du coup l'activité de tourisme est nulle, mais ne m'a pas affecté.
Donc, il y a quand même des choses à faire. Je pense que par rapport au le conseil que je pourrais donner pour les fournisseurs, pour les vignerons, c'est de faire vraiment attention de choisir son importateur. Donc, par des questions très simples qui sont, voilà, c'est qui est-il, depuis quand il est implanté, quels sont ses partenaires donc, actuels, et est-ce qu'il est couvert via COFAS, par exemple, tout simplement. Donc, moi, je travaille avec UBI France depuis quelques temps. Je travaille avec une soixantaine de vignerons sur toute la France. Et pareil, je pense comme Jean-François, je suis capable de donner plus d'informations s'il le faut à tous les vignerons s'ils cherchent à s'implanter en République tchèque. Il y a un réel marché, c'est un pays de bière comme cela a été évoqué, mais la consommation de vin augmente. Et moi, je le vois depuis mes 10 ans que je suis implanté en République tchèque, je le vois via mes ventes dans mes magasins. Donc, il y a effectivement des choses différentes qui doivent être faites à cause de ce coronavirus, mais je suis assez optimiste il y a malheureusement des confrères qui ferment boutique. Je suis plutôt, moi, dans ce côté optimiste où je vais ouvrir d'autres points de vente et développer mon activité. Donc, le problème, c'est le cash. Donc, compliqué au niveau du cash, donc faire super attention là-dessus. Je pense que là, il faut se prévenir sur cette partie, puisque je connais déjà de personnes qui ne payent pas leurs factures et ont fait déjà faillite. Me concernant, c'est très compliqué, parce que j'ai des clients en Horeca qui ont fait faillite et qui avaient des ardoises chez moi. Donc, voilà, c'est la vie, mais je suis très confiant sur l'avenir. Bien, merci pour ce témoignage. Je me tourne vers Frédéric Vigouroux. Est-ce que la situation est également aussi délicate sur votre marché concernant les paiements? Alors, bon, juste pour revenir un tout petit peu par rapport à ce qui a été dit précédemment, la Roumanie a une vraie spécificité par rapport aux autres pays de la zone qui ont été mentionnés, notamment la Pologne et la République tchèque, c'est que la Roumanie produit du vin. Donc, si on voit les chiffres et on voit qu'il y a une consommation de 25 litres par an, a priori, c'est ce qu'il y avait dans l'écrit, ça paraît énorme, mais en termes d'importation, vous voyez que les chiffres sont bien plus faibles parce que c'est un pays qui produit énormément de vin, c'est le 10e pays producteur du monde en termes de vin. Donc, moi, déjà, je suis sur un marché où, contrairement à mes confrères, j'ai déjà une grosse concurrence locale. En ce qui concerne la façon dont les gens consomment du vin, elle est peut-être un petit peu différente. Ici, en Roumanie, les gens consomment beaucoup de vin blanc et beaucoup de vin un petit peu doux. Je crois que de mémoire, c'est 60% de la consommation, c'est du blanc. Donc voilà, ça vous donne déjà quelques éléments. Moi, je travaille uniquement avec l'Horeca, avec les restaurants. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a perdu à peu près 80% des chiffres d'affaires qu'on faisait l'année dernière à la même période. À cela s'ajoute qu'on a perdu les fêtes de Pâques, qui sont dans un pays orthodoxe très importante, et que le déconfinement pour la restauration a eu lieu seulement hier, avec l'ouverture des terrasses. Donc, j'ai appelé quelques clients ce matin et hier. Ça recommence très doucement. Ce qui me fait peur aussi, c'est que d'un autre côté, j'ai 2 restaurants qui ont fermé. Il y avait 2 restaurateurs avec lesquels je travaillais bien, même beaucoup, mais j'étais un petit peu leur fournisseur exclusif sur tout ce qui était les vins français, ce qui fait que, par conséquent, j'ai jamais eu trop de problèmes avec eux en termes de vente, mais ils ont fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui étaient des acteurs de la restauration qui étaient un peu fragiles, mais qui avaient un business qui fonctionnait à peu près, qui ont décidé d'arrêter, tout simplement, parce qu'ils disent, voilà, ça sert à rien, on arrive à peine à vivre correctement, avec la perte qu'on va faire, il va falloir avoir encore 2 ou 3 ans avant de s'en remettre à flot, et ils ont renoncé. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est qu'à terme, on ne sait pas vraiment quelles vont être les mesures de soutien, et surtout, quels sont les acteurs qui vont pouvoir résister à cette crise. Et j'ai beaucoup moins d'optimisme que mes confrères, tout simplement parce que moi, je ne travaille pas du tout avec les retailers et uniquement avec la restauration. En termes de consommation, je pense que ce qui a peut-être bougé, c'est peut-être qu'il y a certains, j'espère, acteurs qui vont commencer à se tourner vers des vins un peu plus entrée de gamme, ou en tout cas dans des vins qui sont de meilleur rapport qualité-prix. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Et j'aimerais aussi surtout que ça permette au marché de se structurer de manière un peu différente.
Quand je dis ça, je pense à deux choses que j'ai vues. Avant, il était quasiment impossible pour moi en Roumanie de faire de la vente par correspondance, tout simplement parce que les sociétés type DHL et UPS refusaient quasiment systématiquement de transporter des bouteilles de peur de casser les vins. Ce qui fait que moi, j'ai jamais développé le commerce en ligne. Là, on a fait quelques tentatives qui se sont bien passées et ça nous pose la question de savoir si à terme, on ne pourrait pas s'y mettre plus sérieusement. Deuxième élément que j'ai remarqué, c'est des producteurs roumains qui ont licencié l'intégralité de leur personnel qui faisait du commercial et ont décidé de passer uniquement, pardon, avec des distributeurs. Et ça peut avoir un intérêt parce que ça veut dire qu'enfin, il y aura un marché qui est les producteurs, les distributeurs et les clients, et pas un marché un peu hybride où on a les producteurs qui ont à la fois des commerciaux, qui sont à la fois des agents et à la fois un peu de distributeurs, et qui du coup court-circuitent les autres. Bref. J'espère que c'est un des éléments qui va permettre aussi au marché de se structurer un petit peu. Et puis, voilà, grosso modo, quels sont les éléments que je peux donner en guise d'introduction. S'il y a des éléments sur lesquels je peux insister plus que sur d'autres, je le fais avec plaisir. Mais voilà, en termes d'introduction, ce que je peux donner comme élément. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions, notamment de la part de Fabrice Moge, qui nous demande s'il y a des opportunités qui se dessinent pour un intérêt plus marqué pour le vin, dans quelle mesure l'effet du surstockage va impacter l'approvisionnement, le réassort en fait. Est-ce qu'il y aura encore des opportunités à saisir cette année? Et si oui, est-ce que ce sera plutôt sur les entrées de gamme? Peut-être Jean-François d'abord? Oui, donc moi, évidemment, il y a des opportunités à saisir puisque les 3 derniers de l'année représentent en Pologne 60% des volumes de vins et des spiritueux qui sont vendus. Donc la saison haute de la vente est devant nous, pas derrière nous. Donc il y a nécessairement des opportunités à saisir. Après, c'est vrai que sur le positionnement prix, j'ai été surpris par ce qui a été dit par un des intervenants de Business France préalablement, parce que moi, je ne vois pas du tout une confirmation des produits premium. Au contraire, les produits premium sont ceux qui ont souffert le plus. Et les clients cherchent du prix. Il ne faut pas oublier que ce soit la Pologne ou l'Ukraine, c'était d'ores et déjà des pays qui étaient très orientés sur le prix. Là, le prix, on va revenir aux fondamentaux des règles de fonctionnement des consommateurs dans ces pays-là. Ça me paraît tout à fait évident. Et c'est ce qui fait aussi qu'historiquement, la France a toujours souffert dans ces pays-là et elle était en général moins bien positionnée que d'autres pays comme l'Italie ou la Bulgarie, parce que les produits français sont des produits plutôt premium, en tout cas perçus comme tels par le marché. Oui, si je peux me permettre d'aller dans le sens de Jean-François, effectivement, moi ce que je remarque aussi, c'est que ce qui nous a permis de survivre un petit peu pendant cette période-là, c'est d'avoir fait des promotions avec des particuliers avec lesquels on travaille. Et c'était quoi? C'est tout simplement des renouvellements de catalogue. Donc là, on passait d'un millésime à l'autre. Sur la période mars-avril, c'est là où on rénove, c'est là où on change d'un millésime, on passe sur les rosés au millésime 2019. Et ce qui nous a permis de survivre, c'est tout simplement d'envoyer le catalogue normal et le catalogue avec les promotions. Et tout ce qu'on a vendu, c'est les promotions. C'est tous les vins qui sont en promotion. Et je pense plutôt qu'effectivement, c'est plutôt sur le marché, voilà, sur la recherche de vins plutôt entrée de gamme et de bons rapports qualité-prix qui va primer. Après avoir, il y aura toujours des gens pour du premium, mais je pense que ça ne va pas se généraliser en tout cas. Alors concernant la République tchèque, moi j'ai un peu plus de chance parce que effectivement les vins sous discount, sous réduction ont bien marché, mais il y a eu de la part de mes clients, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des clients assez fidèles, les Tchèques, qui ont voulu nous aider. Et donc en fait, j'ai vraiment remarqué dans mes boutiques une hausse du ticket moyen. Donc j'ai eu de la chance, où j'ai plutôt eu cet engouement où les personnes ont commencé à vouloir aider, pas que moi, hein, pas que mon business, mais aussi le business d'autres copains, confrères sur PAG.
Et aussi, j'ai vu quand même ce changement où les personnes ont commencé à regarder ce qu'ils goûtaient. Le nombre de sulfites, le taux de sulfite, l'origine des vins. Ils sont partis vers ce mouvement de bien manger, bien boire. Et bon, après, ça dépend de la clientèle. Effectivement, il y aura toujours des clients que j'ai qui cherchent le prix. Mais pendant cette période, je dois dire que j'étais bien aidé. Concernant les possibilités dans cette année, je pense qu'il y en aura. Malheureusement, il y en aura plein qui vont en souffrir. J'en ai souffert aussi également parce que j'ai licencié personne de mon équipe et j'ai dû quand même payer tous les loyers. Donc c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, hein, tout simplement. Mais comme j'ai dit, il y a plein d'opportunités qui se profilent. Là, je suis déjà sur l'ouverture d'un bar à bulles, par exemple, parce que les loyers ont droppé, clairement. Qu'il y a sur le marché des personnes qui sont en recherche de travail, des personnes que je ne pouvais pas me payer, hein, des sommeliers, des gens qui étaient bien, des restaurants fermés, donc les personnes de recherche de travail. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des opportunités. Donc, quelque chose à faire. Encore une fois, toujours se prévenir de quel client, quel importateur, soit coface, soit prépaiement. Voilà. Bien, merci. Nous allons passer à une question orale. Nous allons accueillir Cynthia Guillemot. Bonjour Cynthia, est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question? Merci, bonjour à tous. Je suis la responsable export du Château Grand Français. Donc, c'est une propriété familiale qui est en bio sur la région de Bordeaux. Je voulais savoir votre position à tous les trois en fait par rapport à vos marchés respectifs sur la demande par rapport au vin de Bordeaux et plus spécifiquement en bio. Merci. Merci. Alors la parole est à Grégory. Alors donc moi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai vraiment ma clientèle qui recherche des vins où ils vont comprendre l'origine. Donc comment il a été fait, est-ce que ça vient de grosses structures, est-ce que le vin est sans sulfite. Donc oui, il y a un intérêt clair sur la République tchèque, en tout cas sur ce que je recherche. Moi, je suis sur des vins de petite propriété et souvent, s'ils sont bio avec très peu de sulfite, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il y a un intérêt réellement sur Prague, sur la République tchèque. Frédéric, en Ukraine? En Roumanie, pardon. Oui, en Roumanie. Alors moi, sur la Roumanie, ce que je vends essentiellement, c'est des vins blancs, hein, donc je le rappelle, c'est assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 10 premiers vins que je vends en termes de volume, les 10 premiers, les 10 plus importants, le premier rouge est en 8e position, hein, donc pour moi, c'est vraiment fondamental. Ce qui pose donc plutôt la question des vins blancs de Bordeaux. Jusqu'à présent, j'avais 2-3 vins qui marchaient assez bien en entre-deux-mers et en grave. Mais ça reste un petit peu anecdotique. Et pour répondre à la question de manière plus spécifique, en Roumanie, le bio, ils s'en foutent, hein. C'est pas du tout un argument, c'est pas du tout quelque chose qui va être pris en considération par le consommateur. Ce qui va être pris par le consommateur, c'est le prix, hein. Donc, Bordeaux, si j'arrive à trouver quelques jolis vins à des prix intéressants, je suis sûr de les vendre très bien à Noël pour les cadeaux. Sinon, Bordeaux, c'est pas forcément une région qui sera mieux vendue qu'une autre parce que je ne saurais pas vraiment dire pourquoi finalement, mais je pense que Bordeaux s'offre un petit peu peut-être d'une image, un peu, on parle de Bordeaux bashing en France, c'est un peu partout. Pour ce qui est de la Roumanie, Bordeaux, ça fait appel un peu à des vins prestigieux, donc effectivement les grands vins Bordeaux vont bien se vendre, mais en termes de vins rouges au quotidien, les gens vont plutôt se tourner vers une production locale, et c'est pour ça que Bordeaux n'a jamais très bien fonctionné sur mon marché. Jean-François, votre avis sur la question, et est-ce que vous pouvez élargir en nous disant si le public jeune est de plus en plus consommateur de ces vins bio et biodynamiques? De façon générale, un des enseignements sur les changements de consommateurs à la suite de la crise du Covid, c'est une focalisation sur la santé et sur le fitness de façon très générale. On voit qu'il y a vraiment des choses qui se passent et une prise de conscience nette de la part des consommateurs. Donc,
j'allais dire que de façon très générale, même si je ne sais pas répondre de façon spécifique à la question, mais de façon très générale, je pense que tout ce qui va dans le sens de prendre soin de sa santé, c'est quelque chose qui est trendy, définitivement. Je ne sais pas répondre spécifiquement sur votre produit, le Bordeaux Bio en Pologne. Après, concernant le comportement des jeunes consommateurs, il faut comprendre que dans ces pays-là, je ne parle pas de la Roumanie parce que la Roumanie a une tradition, une culture autour du vin, l'Ukraine vraisemblablement aussi, mais la façon de consommer le vin s'apparente en fait à la façon dont on consomme les spiritueux, c'est-à-dire que c'est des consommations qui sont liées à des moments qu'on va passer entre amis, des événements qu'on va vouloir fêter, et on n'est pas du tout dans une recherche vraiment de ce que dit l'étiquette, dans une recherche de l'histoire qu'il peut y avoir derrière le vin. On n'a pas du tout des consommateurs qui vont se construire des caves à la maison. Ça viendra à l'idée de personne, puisque historiquement, personne n'avait l'idée de se créer une cave de vodka. Ça n'a pas de sens de se faire une cave de vodka. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas cette logique ou cette volonté, notamment chez les jeunes, d'aller dans le détail de la compréhension du vin. Il y a plutôt l'envie d'avoir des vins qui permettent de partager des moments de la vie avec ses amis, avec sa famille, de façon romantique avec son conjoint ou sa conjointe. Je vais dire qu'on va plus dans cette direction-là. C'est pour ça que notamment que le gin et les cocktails à base de gin se font vraiment un carton parce que ça répond bien à cette problématique de répondre à l'envie du moment et au partage qu'on veut avoir autour de soi avec sa famille, ses amis, ses proches. Bien, merci. Une autre question par oral de Jérémy Fournier. Bienvenue Jérémy. Votre micro est coupé. Voilà, bienvenue. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Alors, oui. Alors, moi, je travaille pour le domaine du Haut-Molon, donc c'est une propriété familiale dans le sud-ouest, sous l'appellation Montbazillac-Bergerac, en tant que commercial France et Export. Et en fait, j'avais une question pour Frédéric, je crois que donc il s'occupe de la Roumanie, et j'ai bien compris qu'il consommait beaucoup de vin blanc. Nous, il se trouve qu'on a beaucoup de vins liquoreux, vu qu'on est un des plus gros producteurs de vins liquoreux au monde. Et je souhaitais savoir si dans les vins blancs, c'était beaucoup plus vin blanc sec, ou ils avaient une tendance pour les vins moelleux et liquoreux, et si les vins Montbazillac avaient peut-être une place à jouer, vu que c'est peut-être une appellation un peu inconnue, comparé peut-être à Bordeaux et les Sauternes, qui sont un peu plus chers, si on avait une place peut-être à jouer, un ticket. Voilà. Alors écoutez, ouais, c'est une bonne question et elle est judicieuse parce qu'elle correspond pas mal à ce que consomment les Roumains. Pour faire simple, les Roumains ont pendant très longtemps consommé des vins liquoreux. Il y avait une production dans les années 60 jusqu'au communisme de vins blancs liquoreux de très bonne qualité. Hein. Si vous allez au restaurant de Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or, vous verrez des vins roumains doux. Au niveau aussi des vins de glace qui sont produits dans la région de Moldave. Donc oui, potentiellement, ce sont des vins qui ont un véritable intérêt, en tout cas qui intéressent beaucoup les consommateurs. C'est des vins qui fonctionnent très bien. Moi, je vends très bien des vins aromatiques et les gens, quand je leur fais goûter des vins doux, ils adorent. Cependant, la grande difficulté qu'on a, c'est d'arriver à les pousser à consommer ça. Pourquoi? Parce que les restaurateurs ne veulent pas forcément les lister. Et deuxièmement, si ça prend un petit peu, le problème, c'est souvent le format. Sur des formats en 37.5, ça passe. Sur des formats en 75, c'est déjà beaucoup plus difficile. Je pense aussi qu'il y a un véritable intérêt sur des vins qui seraient plutôt moelleux, qui ne seraient pas forcément doux. Alors, bon, Moisiac, vous faites des très belles choses. Hein. Alors, en fait, on peut faire moelleux aussi, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Après, sur des vins moelleux, en revanche, effectivement, il y a quelque chose déjà de plus intéressant parce que ça correspond véritablement au goût du consommateur roumain. J'imagine que peut-être aussi chez vous, Jean-François, vous devez avoir ce même genre de consommation de vin doux. Sur mon marché, c'est très bien, ça plaît aux gens. Le problème, c'est de leur faire passer le cap de les acheter parce que ça appartient pas forcément à des réflexes. Et c'est ça qui est quelque chose de très compliqué pour moi. C'est que quand bien même j'en fais goûter, les gens adorent. Il y a toujours le problème de les faire passer à l'achat pour des raisons tout simplement, ah bah oui, mais nous on a un restaurant, les gens prennent pas.
C'est donc un véritable défi. J'ai creusé la question à beaucoup de reprises. Je vends assez bien les sauternes en 37,5 à Noël, mais après, c'est assez difficile. Mais je vous cache pas que j'ai, pour ma part, un intérêt à renouveler l'expérience d'ici quelques temps, quand la trésorerie sera un peu revenue. Mais j'ai envie de retenter d'avoir des vins doux et moelleux dans des petits formats, parce que les gens aiment ça. Donc, puis moi, j'aime aussi ça personnellement, mais les gens aiment ça. Il faut juste trouver un canal de commercialisation qui soit plus adapté. Et si vous vous lanciez ou vous tentiez de développer davantage cette offre de vins moelleux, vous iriez en chercher dans différentes régions, je pense notamment à l'Alsace. Alors, a priori, si je devais tenter ça, il y a une région où j'irais plutôt, c'est effectivement plutôt le sud-ouest. Il y a une région qui est la Gascogne qui produit des vins, mais qui sont très aromatiques, un petit peu moelleux. Mais c'est plutôt vers Montbazillac que je me tournerais. C'est pour ça que la question m'interpelle. Pour la simple et bonne raison que Montbazillac produit des vins à des tarifs bien plus intéressants que ce qu'on pourrait trouver à Sauternes et beaucoup plus accessibles. L'Alsace, oui, par rapport à l'Alsace, où en Alsace, on aurait souvent des vins qui seraient souvent un petit peu plus chers. Et j'ai pas vu de grande pratique d'embouteillir en 37,5. Voilà en tout cas comment je raisonnerais en termes d'importateur pur. Si je dois emporter des vins doux et moelleux, je penserais en priorité à Montbazillac. Il y a cette région-là du sud-ouest de manière générale. Ok, merci Jean-François Fauché. Il y a une question autour des vins rosés. Est-ce qu'en Pologne, en Ukraine, il y a un intérêt pour cette couleur? Oui, on voit la vague du rosé déferler aussi sur l'Europe de l'Est. Alors bon, c'est peut-être encore une vaguelette, c'est pas vraiment une grosse vague, mais effectivement, il y a un intérêt pour ces produits-là qu'on voit arriver dans nos entrepôts de façon plus régulière que ce qu'on pouvait voir par le passé. D'accord. Alexandra, vous voulez peut-être apporter un élément de réponse sur les vins rosés? Oui, avec plaisir. C'est pour le moment, c'est un petit segment pour le marché, mais c'est dans les tendances. On voit une belle évolution et surtout, en fait, un fort intérêt de la part des consommateurs. Et je pense qu'il y a de la place aussi pour les vins français. Et c'est une consommation très saisonnière ou pas vraiment? Il y a le caractère saisonnier, mais c'est pas qu'en été. Elle est plus forte en été, mais c'est pas exclusivement en été. Donc, on voit aussi un phénomène assez intéressant dans les restaurants. Si les clients parfois ne savent pas choisir entre un blanc et un rouge, ils peuvent commander du rosé. Donc, on est sur le marché qui n'a pas encore les habitudes les consommateurs ne savent pas toujours choisir le vin pour accompagner le plat. Donc, en fait, la palette est assez large. Donc, Bien, merci pour cette précision. Le temps de nous quitter approche. Juste, je voulais donner la parole à Robert qui avait un élément de précision à donner sur le marché des vins bio. Oui, voilà, Robert Mateski, Business France à Varsovie. J'ai entendu la question concernant le vin de Bordeaux bio en Pologne et leur potentiel. En fait, pour comprendre le marché polonais de vin, il faut savoir que pour les Polonais, les Polonais ordinaires moyens ne connaissent pas grand-chose sur le vin, donc les notions telles que appellation, terroir, cépage, ça parle pas beaucoup aux gens en Pologne. Mais pourtant, déjà Bordeaux, ça constitue une marque. Donc, parmi les vins importés de la France vers la Pologne, les vins de Bordeaux sont à la première place. Ce sont les vins les plus importés de la France. Et puis, pour les
tendance. Donc, les produits bio se développent énormément ces dernières années en Pologne. Donc, je crois que le mix de deux, la marque Bordeaux et puis produits bio, ça fait vraiment un très bon mariage et il y a pas mal de potentiel devant de tels produits. Merci pour cette note d'optimisme pour les vins de Bordeaux qui en ont bien besoin, je crois, en ce moment. Le temps est venu de nous dire au revoir. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la présentation qui vous a été présentée grâce à la console. Je vous remercie à tous et à toutes de vos questions et je remercie très sincèrement les intervenants pour la qualité des informations qu'ils ont pu nous transmettre aujourd'hui. Voilà, le moment est venu de nous séparer. N'oubliez pas de partager autour de vous ces webinaires, parlez-en à vos collègues et sur les réseaux sociaux. Notre prochain épisode aura lieu le 4 juin à 17h30 et sera consacré à l'Amérique du Sud à jeudi et d'ici là, portez-vous bien.